Bon, on nous fait signe qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, je suis Mélanie Lejeune, ingénieure technico-commerciale pour les 4 laboratoires du groupe CCA, donc Cosmebac pour lequel nous allons parler aujourd'hui, mais aussi Cosmepar, Analytech et Cell Alternative. Et bonjour, je suis Charles Régnier, je suis le directeur des laboratoires CCA et de formation microbiologie. Je le dis parce qu'aujourd'hui, ça va être la thématique qui va être développée sur ce sujet du monitoring environnemental. Alors, si on a choisi de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu beaucoup de retours, de questions, voilà, au cours des différents échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, avec nos partenaires, sur ce sujet du monitoring environnemental. On a conscience qu'on a des niveaux d'information qui sont très différents en fonction des interlocuteurs avec lesquels on discute. Donc, c'est pour ça qu'on voulait pouvoir aujourd'hui revoir les bases du monitoring. Qu'est-ce qu'un monitoring? Comment on le met en place? Mais on veut aussi vous partager l'expérience de Cosmebac avec la solution proposée par Cosmebac, mais aussi des retours sur, par exemple, les germes qu'on peut retrouver dans les environnements de cosmétiques. Et ensuite, restez bien avec nous si vous êtes un petit peu plus aguerris sur le monitoring environnemental, parce que Charles va vous proposer une nouvelle solution pour aller plus loin sur le monitoring, c'est-à-dire d'aller plus loin sur l'identification des germes et aller même au-delà. Au-delà, Voilà. avec une nouvelle technologie. Exactement. On prendra également le temps de répondre à vos questions. Donc, on a déjà reçu quelques questions lors de l'inscription et s'il y a de nouvelles questions qui apparaissent au cours de la présentation, on essaiera d'y répondre aussi. Si on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions, de toute façon, ne vous inquiétez pas, le replay vous sera envoyé avec les réponses aux questions par écrit et puis on pourra convenir d'un nouveau rendez-vous sur votre cas spécifique si besoin. Je vous préviens tout de suite, on va dépasser les 30 minutes. L'entraînement a montré que On a plein de choses à dire. voilà, on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc ce sera un petit peu plus que 30 minutes. Donc très rapidement, on va d'abord voir le contexte réglementaire plutôt européen aujourd'hui. On va écarter les aspects Chine ou autres pays hors Union européenne. Et on répondra aux questions si besoin, plus spécifiquement, peut-être dans un autre événement webinaire, Exactement. sur la partie Chine. Ensuite, on vous présentera donc comment monitorer son environnement de production. On vous présentera également la réponse de Cosmebac pour monitorer son environnement. Charles vous partagera les retours d'expérience des clients et partenaires. Et ensuite, on prendra ce temps pour répondre à toutes vos questions. Et on commence par le cadre réglementaire. Donc le cadre réglementaire vous engage sur l'application d'une norme BPF cosmétique, la norme ISO 22716, et c'était intéressant de commencer ce webinaire en reprenant le b.a.-ba de ce qui est décrit. Ça va aller assez vite parce que ce qui est décrit, c'est pas très fourni. Donc, vos obligations, c'est d'avoir des locaux propres, des locaux nettoyés de manière à protéger les produits fabriqués. Donc, on est sur une obligation de résultat et ma foi, vous allez graduer les moyens pour y arriver. Vous devez avoir une bonne ventilation tout en assurant la protection du produit. Vous devez avoir des équipements conçus de façon à prévenir la contamination du produit. Vous devez avoir un programme de nettoyage des équipements et si nécessaire de désinfection. Alors là, le si nécessaire, il peut quand même prêter à sourire. Vous devez avoir des contenants de produits vrac qui soient protégés contre les contaminations véhiculées par l'air. Et enfin, pour terminer, vous devez avoir une qualité d'eau qui est vérifiée par des tests. Donc, on se rend compte que vous avez majoritairement des obligations de résultat qui ne sont pas très précises. Et la spécificité pour l'eau, c'est que vous devez avoir l'obligation de vous auto-surveiller pour démontrer la qualité de cette eau. Donc, un peu en situation avec les photos qu'on a pu trouver d'environnement industriel standard, ben, à gauche, on voit qu'on peut se mettre en situation d'un équipement qui est conçu de façon à prévenir des contaminations. Ben oui, c'est facilement lessivable, c'est inox, il y a même un couvercle sur le mélangeur, ce qui est quand même le minimum. Vous avez des contenants de produits vrac protégés donc contre les contaminants véhiculés par l'air.
on s'en rend bien compte. À droite, vous avez sans doute une bonne ventilation avec cette grille de ventilation, et vous avez là aussi des locaux qui, ma foi, ont l'air très propres. Donc ces photos, ce sont des prises de vue qu'on va retrouver sur vos outils de fabrication. Ça laisse à penser que vous appliquez les BPF. Maintenant, il va falloir que vous démontriez cette pleine maîtrise d'une ventilation efficace, de locaux qui, in fine, sont véritablement propres, et que le choix de vos matériaux, il répond à la préservation de vos activités de fabrication, et donc de risque de contamination microbiologique. Et c'est ça qui va rentrer en ligne de compte du monitoring, c'est cette autosurveillance pour vous, comment vous allez suivre dans le temps que vous conservez la maîtrise de votre outil de production, et cette autosurveillance pour les autorités, et ça on ne l'a pas dit en préambule, mais ce webinaire il trouve aussi une actualité par rapport aux nombreuses inspections que vous avez eues sur la dernière année et demie, et des autorités qui vous attendent avec des exigences beaucoup plus marquées autour de ce sujet du monitoring. Alors, comment on va pouvoir monitorer son environnement de production? On va commencer tout d'abord par l'air. Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer la qualité microbiologique de son air? C'est ça. Donc, l'air est un acteur ou un média sur lequel vous pourriez avoir des charges microbiologiques qui vont impacter vos activités. Donc, il y a deux voies de contrôle qui aujourd'hui sont utilisées en environnement industriel. La première voie, la plus simple, c'est ce qu'on va appeler le contrôle passif de l'air par sédimentation. Donc, c'est tout simple. Vous avez une boîte de pétri avec un milieu gélosé, vous l'ouvrez dans un environnement bien précis, pendant un temps bien précis, à un moment précis de votre journée de fabrication ou en dehors de votre temps de fabrication. Et puis, vous allez donc recueillir passivement les événements microbiologiques qui passeraient par là, avec les flux et avec les charges particulières qui vont venir à sédimenter. Donc, c'est une approche qui va vous permettre d'avoir une analyse quantitative. On va dénombrer les unités formant colonie. Et c'est une approche qui va vous permettre également de qualifier les fleurs en présence en les identifiant si vous le souhaitez. L'inconvénient, c'est que c'est une standardisation assez limitée. Quand bien même vous avez un endroit, une période et un temps d'ouverture de la boîte, c'est très passif et en fait, vous allez être très dépendant des flux qui s'expriment autour de vous. Et à noter que si vous êtes gourmand en disant « Attends, je vais vraiment maximiser, je vais ouvrir ma boîte très longtemps », ben, le milieu gélosé, il va s'assécher et en fait, on va avoir une sélection des fleurs en présence. Okay. Donc, on a fait quelque chose de beaucoup mieux. On a ce qu'on appelle le contrôle d'air actif avec un aérobiocollecteur. L'aérobiocollecteur, on a l'exemple de celui qu'on vient à utiliser chez nous. C'est un aspirateur à air et chacune des deux têtes inox que vous voyez de part et d'autre de l'équipement, ce sont des positions sur lesquelles vous allez placer vos boîtes de pétri avec les milieux gélosés. Et là, on ne va pas attendre qu'un événement microbiologique se produise, on va le capter en calant un volume à aspirer et une vitesse d'aspiration. Donc, on maximise la vision de l'aérobiocontamination potentielle et on le standardise avec des paramètres d'aspiration très identifiés. Et très court en termes de C'est de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes en fonction des vitesses et des volumes que vous envisagez. Mais on va dire qu'on va rarement aspirer plus d'1 mètre cube, donc ça va se faire sur une échelle de temps qui est raisonnable, là où la sédimentation, ça va se jouer en dizaines de minutes, voire en heures. Donc c'est assez facile et rapide à Très mettre facile. en œuvre. Et où est-ce qu'on va faire ces analyses d'air? Alors, où est-ce qu'on va faire les analyses d'air? On va les faire avant tout dans des zones où le produit peut recevoir le facteur de contamination. On l'a vu, la 22716 ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Vous allez devoir démontrer que vous travaillez dans un environnement qui prévient les événements microbiologiques qui peuvent survenir sur le produit fini, donc là où le produit il est nu. Où est-ce que le produit il peut être nu? Sur les matières premières au niveau de la salle de pesée, dans la zone de fabrication, dans la zone de conditionnement et dans les zones de prélèvement des matières premières, à ne pas oublier également. Là, votre produit est nu, il peut être contaminé. Et après, va s'associer à cela les qualifications d'environnement, vous pourriez avoir des contacts croisés. On a mis ici les zones de lavage, notamment. Les activités de laverie sont souvent au plus près ou au cœur des activités de fabrication-conditionnement.
Et les activités de lavage vont souvent générer des aérosols, des micro-gouttelettes en suspension qui peuvent se répandre dans les secteurs alentours et générer des facteurs de contamination hydrique aéroportés. Donc pour cette raison, ça peut être intéressant de le faire ici. Idem au niveau du stockage du matériel propre, quand bien même vous viendriez à le désinfecter avant son emploi, vous devez avoir un environnement très sain de cette zone de stockage. Les zones les moins pertinentes, mais par extension, c'est là où le produit est pas nul, là où il y a moins de risques de contamination croisée. Donc les stocks matières premières, les stocks PAC, les stocks produits finis, selon nous, c'est très accessoire. Alors, si on parle maintenant des analyses d'eau, comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité microbiologique de son eau? Alors, je vais déjà commencer par vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire que l'eau, elle va être intéressante, on le verra après, en tant que matière première. Et les matières premières, vous venez à les analyser avec des protocoles qui sont souvent des protocoles normés cosmétiques, les normes ISO cosmétiques. L'eau, il ne faut surtout pas l'analyser suivant la norme ISO cosmétique, parce que c'est une matière première à part et parce que les méthodes ISO cosmétiques ne sont pas du tout adaptées à l'analyse d'eau. Donc, vous devez appliquer un protocole adapté à l'eau. Il y a des référentiels pour l'eau, il y a des normes de potabilité qui appellent des protocoles microbiaux de potabilité. Mais très honnêtement, ce n'est pas du tout adapté pour vous parce que les critères de potabilité sont beaucoup plus élevés que vos exigences. Enfin, vos exigences sont dans tous les cas beaucoup plus marquées que les critères de potabilité. Certains d'entre vous utilisent les référentiels de la pharma pour mesurer ou maîtriser la qualité de leur eau. Ce n'est pas un référentiel qu'on a choisi, il présente certaines des complexités techniques. Et vu qu'on a la liberté d'être sur des protocoles ouverts, nous, on a décidé d'adapter le protocole de la pharma et on va faire une analyse par filtration, comme vous le voyez sur la vidéo qui tourne. C'est-à-dire qu'on va remplir des godets sur lesquels sont prépositionnés des filtres. L'eau qui est votre échantillon va passer au travers du filtre. Le filtre va retenir les germes possiblement en présence. Et puis ce germe, on va le déposer sur un milieu gélosé dans une boîte de pétri. Ce milieu gélosé, il a une caractéristique, parce que les fleurs de l'eau présentent des caractéristiques. C'est ce qu'on appelle une gélose R2A. Et la gélose R2A, elle est très hydrique et très pauvre en nutriments pour faciliter l'expression des fleurs hydriques par opposition, j'ai envie de dire, aux normes isocosmétiques qui, elles, vont aller chercher des types microbiens bien différents. Ok. Et où est-ce qu'on va faire ces analyses microbiologiques de l'eau? Donc les analyses microbiologiques de l'eau, on va les faire sur l'eau prioritairement en tant que matière première. Donc vous avez vu que dans ces godets, on va pouvoir positionner des volumes d'eau qui sont variables en fonction de vos exigences, de vos critères de conformité. On y reviendra tout à l'heure. Donc l'eau en tant que matière première, c'est non négociable, c'est présent dans beaucoup de produits cosmétiques et souvent c'est présent à une très forte proportion. Et en plus, c'est un milieu sur lequel on peut avoir une prolifération microbienne, beaucoup plus qu'une poudre par exemple. Donc c'est à surveiller de très près. Après, on peut aussi se dire que dans les opérations de nettoyage, vous allez avoir des exigences sur la qualité de votre eau en nettoyage. Si vous maîtrisez la qualité d'eau du nettoyage, vous allez faire des analyses dessus. Si vous faites un nettoyage avec de l'eau en qualité ville, ça ne sert à rien, parce que vous allez être sur un schéma de potabilité et ça ne sert à rien de montrer à quel point cette eau elle est contaminée. Vous perdez votre temps, vous perdez votre argent. Vous pouvez faire aussi des analyses d'eau pour qualifier la performance de votre système de traitement de l'eau. Donc, vous avez dans vos systèmes de traitement de l'eau des vannes de purge après l'osmoseur, après les résines, après les lampes UV, etc. Et donc, vous allez pouvoir, pour surveiller la performance de votre système, avec des critères spécifiques, faire des prélèvements d'eau pour voir si tous vos blocs individuellement fonctionnent correctement. Ça me paraît non prioritaire, mais dans certains cas, ça se justifie. Et pas d'intérêt à faire l'analyse d'eau, donc, sur l'eau qui arrive sur votre site industriel avant qu'elle ne soit traitée, puisque là, encore une fois, on est en potabilité. Et pour les surfaces, comment on va pouvoir évaluer la qualité microbiologique des surfaces? Alors, les surfaces, c'est le dernier sujet important pour maîtriser cette hygiène globale. On a deux stratégies. Première stratégie avec ce qu'on appelle les boîtes contact. Donc les boîtes contact, sur la photo de gauche, vous voyez cette boîte de pétri avec un milieu gélosé qui affleure, même qui dépasse un petit peu le rebord de la boîte. Et l'intérêt, c'est qu'on va positionner cette boîte dans l'applicateur que vous voyez sur la photo de gauche. Et l'applicateur va vous permettre de standardiser
un temps de contact avec la surface à analyser et la pression à opérer. Donc, ça va vous permettre une standardisation du prélèvement sur une surface donnée qui équivaut à 25 cm² avec ces boîtes-là. Donc, vous avez des critères qui vont pouvoir être quantitatifs. Vous allez dénombrer les unités formant colonie. Et vous avez des critères qualitatifs. Vu que vous avez des UFC, vous pourrez identifier les fleurs en présence. Ok. Et la deuxième stratégie, ça va être l'emploi des écouvillons. Donc les écouvillons, comme la photo l'indique ici, ils vont permettre d'aller prélever dans des surfaces un peu plus complexes. On le verra après. Méfiance sur les écouvillons. La plupart des écouvillons vont plonger ensuite dans un milieu liquide. Le milieu liquide, c'est souvent un milieu de transport. C'est une solution microbiostatique de façon à bloquer la charge microbienne pour qu'elle ne prolifère pas. Mais on sait d'expérience qu'il y a des phénomènes de stress microbien et que le risque avec l'écouvillon, c'est de sous-estimer la quantité des germes. Donc c'est un très bon média pour qualifier les germes en présence dans leur nature. Attention à la quantification, c'est assez délicat. Et standardiser la surface écouvillonnée, ce n'est pas forcément aisé. Alors, où est-ce qu'on va évaluer cette qualité microbiologique? Avec quel équipement on va utiliser pour faire ces prélèvements? Alors, quelques exemples. En fabrication, on vous propose de faire des boîtes contact sur vos paillasses de prélèvement, sur les différents plateaux, bacs ou seaux de pesée, sur vos intérieurs de cuve. Là, on va privilégier les boîtes contact. Et puis les écouvillons, vous allez les réserver au niveau des vannes, au niveau des zones de rétention d'eau non démontables, excusez-moi, et puis aussi au niveau des flexibles, les points de connexion, les jointures, et même à l'intérieur des flexibles. Ça peut être intéressant d'écouvillonner. Sur les activités de conditionnement, la boîte contact au niveau des convoyeurs, et puis les écouvillons au niveau des bus de remplissage. Là, ça peut être super intéressant. C'est un élément qui est compliqué à démonter, à nettoyer. C'est intéressant de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe ici. Et puis, encore une fois, toutes les connectiques. Ok. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne des exemples sur quelle stratégie avoir en fonction des éléments. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, si je me place à la place de quelqu'un qui doit faire ses contrôles, il faut avoir des consommables, il faut un équipement qui est peut-être assez onéreux. Oui. Donc, qu'est-ce que Cosmebac propose pour aider les industriels à mettre en place leur stratégie de monitoring environnemental? Donc, on propose depuis presque 3 ans une prestation tout intégrée qui vient à faciliter l'accès à ce travail au sein de vos structures. Certains d'entre vous ont la possibilité et l'intérêt d'avoir un laboratoire de microbiologie en interne avec des équipiers et des équipements qui permettent de suivre ça au quotidien. Certains d'entre vous n'ont pas pour l'instant ce levier-là, et il convient néanmoins que vous meniez ces démarches. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est venu à construire le kit environnemental dont on va vous parler. La première phase, c'est d'être à vos côtés sur la définition d'une stratégie des points de prélèvement et des fréquences de prélèvement. Donc on va travailler avec vous sur vos plans ou directement sur votre site industriel pour voir les points sensibles, les zones, les flux, et on va venir de fait caractériser là où on va faire les points de prélèvement. On ne l'a pas dit, mais ça c'est un point important. Dans la stratégie d'un monitoring environnemental, il ne faut pas que vous bougiez les lignes tout le temps, parce qu'à un moment, vous ne serez plus capable de comparer les choses. Et une grande vertu du monitoring de son environnement industriel, c'est d'avoir une carte de contrôle de comparaison dans le temps. La valeur absolue, elle nous intéresse rarement. C'est vraiment une approche comparative dans la durée. Donc, il ne fera pas bouger toutes les lignes, et ce travail d'arrêter les points d'intérêt, il est capital. Une fois qu'on a fait ça, on va venir à on va venir à vous envoyer un kit. Et dans ce kit, on va venir le calibrer avec les équipements que vous avez vus, le biocollecteur, le système d'application des boîtes contact, et on va ainsi vous charger en consommables. Les boîtes de pétri, les écouvillons, les boîtes contact et le dernier élément, les flacons de prélèvement d'eau. Dans ces flacons de prélèvement d'eau, c'est important de vous indiquer qu'il faut porter une attention particulière et à la stérilité du flacon, c'est évident, mais pas que.
Ces flacons, ils sont aussi dotés de thiosulfate de sodium, et le thiosulfate va inhiber ou limiter l'action des ions chlore, de façon à ce que, entre le moment du prélèvement et le moment de l'analyse, on n'ait pas un effet biocide qui vienne à sous-estimer l'image réelle de la charge microbiologique. Ok. Donc vous recevez dans un kit les tutos, les équipements, les consommables pour que vous soyez acteur des prélèvements. Et c'est important que vous soyez acteur des prélèvements parce que c'est vous qui connaissez l'outil industriel et c'est vous qui allez définir dans votre planning de prod de la semaine quand vous allez faire les prélèvements. Et ce n'est pas quelqu'un qui va arriver parce qu'il arrivait sur sa tournée et c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc vous devez être acteur de ça. Et la troisième phase, c'est que vous allez donc nous renvoyer par ce même kit, alors évidemment les équipements, parce qu'ils vous sont mis de façon temporaire à disposition, mais aussi les consommables qu'on va mettre en analyse, donc soit en incubation directe pour les milieux gelosés, soit sinon avec les différentes stratégies d'analyse qu'on a vues tout à l'heure. Les résultats vont être agrégés, ils vont être déversés dans votre compte client où on va récapituler que les résultats d'environnement pour ne pas les mélanger avec vos autres activités de contrôle. Et on a une équipe de techniciens dédiés aux activités de monitoring environnemental qui va suivre vos résultats et, on le verra juste après, orienter une partie des événements microbiens en identification pour connaître plus précisément vos problématiques. Effectivement, Marine fait partie de cette équipe d'experts qui travaillent à vos côtés sur le monitoring et elle va vous présenter dans une courte vidéo comment elle réalise l'identification des germes chez Cosmebac. Bonjour, je m'appelle Marine. Je suis technicienne experte au sein du laboratoire Cosmebac et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une identification microbienne. Première étape, je vais isoler les colonies présentes sur la boîte. Ensuite, je les place en incubation pendant 24 heures entre 30 et 35 degrés. Ici, j'ai de belles colonies isolées que je vais pouvoir déposer sur ma lame pour identification VITEC-MS. Donc là, je charge mes lames dans le VITEC-MS. Et voilà, cette bactérie qui polluait le produit, c'est Bacillus cereus. Vous avez vos résultats d'identification en 24 heures chrono. Alors, une fois que Marine a réalisé ses identifications, que tous les dénombrements ont été faits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Ces données, on les collecte tout au long de l'année. Elles vous sont transmises au fil de l'eau. On peut les commenter au fil de l'eau, mais sinon, encore une fois, vu que le résultat absolu n'est pas le plus intéressant, on va les agréger et on va les injecter dans un rapport. Et dans ce rapport, on va balayer évidemment vos points de prélèvement, vos fréquences, les résultats individuels, les résultats cumulés et des conclusions. L'objectif étant que de façon indépendante, vous déteniez un livrable qui donne un état des lieux de la maîtrise de votre hygiène environnementale et que ça fasse aussi écho aux objectifs qu'on sera fixés. Ça, c'est très important. En fonction de où vous en êtes, de vos problématiques de contamination, de votre outil industriel, de votre installation d'eau, avant de faire ce travail, et par le biais d'une analyse de risque dont on parlera plus tard, on va se définir des priorités, et notamment des priorités sur les germes à identifier. Et tout ça est présent dans un rapport pour vous, pour définir vos axes d'amélioration, et pour les autorités en cas d'inspection. Très bien. Alors, maintenant qu'on vous a présenté ce nouveau kit, on va également vous partager les expériences de clients qui ont déjà activé ce kit, mais également d'autres prélèvements qui ont pu être faits par vous et qui nous viennent en analyse également. Donc, la première question qu'on va avoir, c'est quelle est la bonne fréquence de prélèvement? Donc, la bonne fréquence de prélèvement, nos recommandations avec ce dispositif et pour initier une démarche, c'est de débuter à minima sur 2 fois par an. En dessous de 2 fois par an, c'est quand même assez faible. Pour les analyses de surface et d'air, c'est vraiment faible.
parce qu'il faut quand même tenir compte de certaines saisonnalités, de l'aérobiocontamination, on est très tributaire de la présence de pollen, de poussière, ce genre de choses. Donc 2 fois par an, c'est pas mal pour débuter. Et puis après, en fonction de vos priorités, de vos problématiques et de votre budget, on viendra à densifier cette information. L'analyse d'eau, c'est beaucoup plus souvent, évidemment. Là, c'est 1 fois par semaine. C'est un média qui évolue beaucoup. Et là, il s'agit de surveiller cette eau avec un très haut niveau d'exigence et des fréquences très courtes. Ok. Alors, la question que tout le monde se pose, quels sont les seuils, les critères recommandés pour ces analyses? Alors, les critères recommandés, il n'y en a pas en cosmétique. Donc souvent, on se dit en cosmétique, on n'est pas sur des référentiels dirigistes, c'est un problème. Ce n'est pas du tout un problème, c'est une vraie opportunité pour que vous définissiez des stratégies différentes et que vous graduiez votre engagement. Donc clairement, demain, vous faites du savon dur, c'est normal quelque part que vous ayez un rapport à l'hygiène environnementale de votre outil de fabrication qui soit différent que si vous faites du mascara ou des eaux micellaires. Et donc, c'est toute l'opportunité que vous avez à graduer votre engagement et vos critères d'acceptation. Votre obligation, et les BPF le rappellent, c'est de fabriquer des produits propres microbiologiquement et sûrs pour le consommateur final. Donc, par le biais d'une analyse de risque, vous allez définir vos points d'intérêt sur les plans, on l'a vu, les fréquences de réalisation, les outils, les méthodes que vous allez mettre en place, et puis vos critères d'acceptation. Et les critères, on y vient quand même pour ne pas vous laisser sans réponse chiffrée. Donc pour l'air, on s'est dit qu'il n'y avait pas de normes, mais quelles sont les recommandations de Cosmebac? Donc, plusieurs critères retrouvés. On peut être sur des critères de l'ordre de 200 UFC par mètre cube. Certains vont se positionner à 200 UFC par mètre cube au repos et 1000 UFC par mètre cube en activité. Ça, c'est malin, c'est se dire, en fait, j'ai 2 niveaux d'exigence qui caractérisent la performance de mon outil. Nous, on l'a transposé, alors hormis dans les cas où vous nous donnez des critères, nous, on va vous faire les recommandations qui apparaissent en dessous. C'est-à-dire que vous avez un premier seuil d'alerte à 200 UFC jusqu'à 1000, et puis vous aurez un deuxième seuil d'alerte avec d'autres types d'actions de correction à au-delà de 1000 UFC par mètre cube. Ok. Et pour l'eau? Pour l'eau, on a des valeurs, alors j'ai dit consensuelles, mais tout le monde ne s'y retrouvera pas nécessairement, inférieures à 10 UFC par ml ou inférieures à 100 UFC pour 10 millilitres. Ça va dépendre de votre échantillonnage. Et là aussi, on va vous proposer un plan à 3 classes, avec une classe d'alerte 1 de 10 à 99, une classe d'alerte 2 de 100 à 300 et une classe d'alerte 3 au-delà de 300 UFC. Plus de 300 UFC pour 10 millilitres, si c'est une eau matière première avec des produits fragiles, il faut faire quelque chose. Et enfin, pour les surfaces? Alors pour les surfaces, ça, ce sont des données plutôt fournisseurs équipementiers des milieux gélosés. On va être à 50 UFC par 25 cm². Là, ce qui va être aussi très important, c'est est-ce que je suis sur un équipement qui sort de mon process nettoyage, désinfection, et auquel cas, mettez un critère plus exigeant que cela, ou est-ce que c'est un équipement qui doit être propre tout au long de ma journée, et au cours de la journée, je dois avoir ces seuils-là. On est d'accord que c'est pour les boîtes, pas Boîte pour les contact, écouvillons. 25 cm², les écouvillons, l'approche quantitative, c'est délicat. Ok. Alors, partageons maintenant un petit peu les germes qu'on peut retrouver dans ces prélèvements. Vous avez des jolis exemples de boîtes prises en photo suite à des prélèvements d'air. Donc, sur l'air, qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de germes? Donc là, ces données, c'est un retour d'expérience qu'a collecté Antoine Nourry, qui est le responsable du laboratoire de microbiologie, et qu'il avait partagé à l'occasion d'un congrès à l'ANEMCOLI l'année dernière. Et il a regardé plus en détail les types de micro-organismes qui s'exprimaient. Donc sur l'air, on a 3/4 des agents de pollution qui sont des bactéries, ce qui est assez classique. Le deuxième polluant le plus représenté, ce sont des moisissures. Ça, c'est normal. Et c'est une vraie problématique. Les moisissures, en fait, ce sont les spores de moisissures qui volent. Et pourquoi les spores, elles volent? Parce que ce sont les organes, certes, de résistance, elles résistent aux agressions externes, mais elles ont aussi des petites ailettes. On a dit que les spores sont équinolées, et de façon à pouvoir voler et se disséminer le plus possible. Donc, pas un quart, mais environ 15% des agents de pollution sont des moisissures. Au niveau des bactéries, on va retrouver des coques grains plus, notamment comme les staphylococcus.
Et puis, dans certains cas, et là c'est un vrai warning, on va retrouver ce que vous voyez, les Pseudomonas, les Moraxella, qui sont des bacilles gram négatifs non entéraux, ou encore les Pseudomonadacées. Et ça, ce sont des flores vraiment problématiques parce que potentiellement très altérantes sur vos produits et potentiellement également dangereuses. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des contacts croisés, de laverie versus proximité des autres zones, on est à fond dans cette problématique-là. Ok. Nouvelle boîte. Alors là, on voit que ça sort de la boîte. Qu'est-ce que c'est sur ces surfaces? Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, sur les surfaces, on va retrouver pas mal de germes qui vont résister à des hygrométries faibles. Donc, en premier lieu, alors, surtout des bactéries. Déjà, on va retrouver surtout des bactéries. Et en premier lieu, on va retrouver des bacilles gram-positifs comme les bacillus, parce qu'ils sporulent, donc ils peuvent résister longtemps à une absence d'humidité. Et on va retrouver également des coques à grains de plus, là aussi, type staphylocoque, parce qu'ils résistent à des faibles AW environnantes. Et enfin, sur l'eau, quel type de germes on va retrouver? Donc, pas de surprise, sur l'eau, on va retrouver ces bacilles à gram négatifs, principalement non entérobactéries. S'il y a des entérobactéries, warning plus. Et puis peut-être problème de potabilité même avant l'entrée sur votre site industriel. Et ces bacilles à gram négatifs, c'est ceux qui vont vous faire peur le plus souvent, c'est des Pseudomonas, c'est des Burkholderia, et eux, il faut vraiment les chasser, d'où l'importance des analyses par filtration, d'où l'importance de fréquences élevées pour le suivi de la qualité de votre eau. Alors maintenant qu'on sait les noms des genres, mais si j'ai bien compris, on peut aller plus loin que ça, parce que derrière le nom d'un genre et d'une espèce, il peut y avoir encore autre chose pour identifier le germe. C'est exactement ça. Donc, on a décidé de terminer ce webinaire pour vraiment aller plus loin et puis mettre en lumière les travaux qu'on mène depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi avec un nouvel équipement. Et l'équipement, son objectif, c'est de résoudre l'équation d'un microbiologiste de base qui est ici, c'est-à-dire est-ce que Pluralibacter gergoviae égale Pluralibacter gergoviae? En d'autres termes, un germe peut avoir un même nom de genre, Pluralibacter, un même nom d'espèce, gergoviae, et pour autant, ça va être des flores qui peuvent être un peu différentes et surtout avoir des histoires et des origines différentes. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on a fait un schéma assez simple de ce qui peut se produire dans un schéma d'investigation d'une situation industrielle. Sur la journée de conditionnement du 10, 11 et 12 juin 2025, vous avez eu donc 3 jours de conditionnement, au moins 3 contrôles microbiologiques. C'est compliqué de faire moins d'un contrôle microbiologique par journée de conditionnement. Et puis, pas de chance, où il y a des causes plus profondes, on y reviendra après, vous avez un Pluralibacter gergoviae qui s'est exprimé sur vos analyses de ces 3 journées. Donc là, problème majeur, on n'a pas mis ce nom de genre par hasard, c'est un problème qui traîne dans la profession depuis 15-20 ans, vous êtes assez exposés, vos formules sont assez exposées à ces problématiques. Donc, face à cela, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traiter votre production, pas grand-chose à faire, mais surtout, vous allez tirer sur le fil dans la recherche des causes pour savoir ce qui a bien pu se passer. Vous allez regarder vos matières premières, regarder les bulletins d'analyse ou les COA, vous allez souvent pas trouver Pluralibacter gergoviae. Vous allez regarder la rétention ou les rétentions de votre vrac, et souvent, pas de Pluralibacter gergoviae. Donc, la dernière cartouche, c'est que vous allez regarder ce que vous avez fait dans votre autosurveillance. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre outil industriel ces derniers mois, mais aussi ces dernières années, pour voir si vous avez eu des événements identiques ou approchants. Donc, on va regarder tous les éléments du monitoring. On voit que l'eau sortie 1, on avait un Ralstonia piqueti. Sur un R zone 1, on avait un Bacillus pymulus. Sur une surface machine 1, on n'avait rien. Tout était nickel. Et puis, sur la surface machine 2, paf, Pluralibacter gergoviae. Donc là, l'enquête, elle est un peu simpliste, mais la réflexion, je pense que vous la comprenez. Et donc, vous allez balayer comme ça vos événements jusqu'à temps de retrouver des facteurs de contamination qui pourraient être approchants. Et donc, l'équipement qu'on vous propose et la stratégie qu'on vous propose, c'est d'activer un typage de germes
qui est utilisé aujourd'hui notamment dans des schémas d'épidémiologie, dans d'autres filières d'activité que la cosmétique. Et ce typage avec l'équipement qui se nomme IR Biotyper va prendre une photo haute définition en spectroscopie infrarouge. Et cette photo haute définition, l'algorithme va le mettre en comparaison avec une banque de photos qu'on lui demande de prendre par ailleurs. Donc, dans notre histoire, nos 3 pluralibactères qui correspondent à nos 3 produits finis, on va les mettre dans l'IR Biotyper et on va rajouter le pluralibactère Gergovier qui avait été sorti en monitoring environnemental et qu'on avait mis de côté comme un élément de preuve à caractériser. Et l'IR Biotyper, sous la forme du dendrogramme que vous voyez à droite, il va venir clusteriser les fleurs les unes avec les autres. Et il va être en capacité de dire, vous allez ensemble, vous avez une origine commune, vous avez vraiment un patrimoine qui vous relie, et vous n'avez rien à faire ensemble. Vous êtes déjà foncièrement différents. Et ça, c'est vital parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter des amalgames dans la recherche des causes et la conduite de vos améliorations. Et par contre, quand vous avez une cause commune, vous savez où chercher et renforcer vos dispositions. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire ce matin. On a dépassé de quelques minutes et on va donc vous donner la parole maintenant si vous avez des questions. En attendant que vous posiez vos questions, j'ai déjà, Charles, des questions à vous poser suite aux inscriptions. Donc, la première question, c'est comment réaliser un prélèvement par écouvillonnage pertinent sur un contenant lavé? Alors, l'écouvillon, vous avez vu, hein, c'est facile d'emploi parce que c'est juste un gros coton-tige qu'on va faire rentrer en contact avec la surface et analyser. Pour faire un écouvillonnage pertinent, il va falloir standardiser la pression pour bien décrocher les germes. Il va falloir également standardiser la surface. Donc, standardiser une surface, c'est pas toujours facile. Là, sur un matériel qui sort ou un bac qui sort de laverie, c'est possible. Et je vous recommande d'avoir un gabarit de prélèvement de façon à avoir une fenêtre qui va standardiser votre surface écouvillonnée. Même si on fait ça, il y aura un effet intertechnicien en fonction de qui le fait. Et même si on fait ça avec le média qui est la solution microbiostatique, on va quand même avoir un peu des risques de sous-estimation de la problématique microbiologique. Donc, pour un élément de ce type, privilégiez les boîtes contact. La seconde question, là, vous nous avez expliqué comment on pouvait monitorer son environnement. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait si on retrouve des germes et à des fortes concentrations? Quel est le plan d'action qu'on peut mettre en place? Alors, les plans d'action, ils vont être graduels. C'est compliqué de rentrer dans tous les schémas. Par contre, ça permet de redire un élément important, c'est que votre stratégie définit des points de prélèvement, des fréquences, des méthodes et toujours des critères. Si vous n'avez pas de critères, c'est qu'en fait, vous faites un truc qui ne sert à rien. Il va toujours falloir que la donnée que vous collectiez, vous la rapprochez d'une capacité à conforme, non conforme ou un plan à plusieurs classes, et donc la capacité à prendre des décisions. Première chose. Deuxième chose, ça va beaucoup dépendre des situations. Si vous fabriquez de l'eau micellaire, que vous avez du pluralibactère gergovier ou un pseudomonas dans votre eau, au-delà de 300 UFC pour 100 ml, déjà, vous bloquez votre eau micellaire en stock. Vous bloquez toutes vos fabrications de micellaire en cours parce qu'en fait, vous avez un risque énorme de générer des produits DOB de façon permanente. Après, il peut y avoir des alertes intermédiaires où on va être juste sur la classe d'alerte niveau 1. On va voir que les fleurs en présence n'ont rien à voir avec des fleurs dangereuses ou problématiques aussi sur la base de votre expérience. Et vous allez juste déclencher un renforcement des fréquences de contrôle de façon à y voir plus clair dans les prochaines semaines et caractériser un retour à la normale. Donc, la hiérarchisation des actions, elle est presque infinie. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions s'afficher pour le moment. On va prendre quelques secondes. Petite question, écouvillon sec ou écouvillon humide? Quel est le plus pertinent pour faire les prélèvements? Alors nous, on travaille, alors ce qui est important aussi, on l'a peut-être pas assez redit, c'est qu'en plus d'arrêter des points particuliers, il s'agit aussi d'arrêter des méthodes et des consommables particuliers. Donc si vous arrêtez un écouvillon sec ou vous arrêtez un écouvillon humide, vous vous y tenez à cette référence parce que ça pourrait faire fluctuer les résultats quantitatifs
alors qu'en fait, c'est juste le changement de référence qui n'est pas aussi prédictif qu'avant. Première chose. Pour vous répondre, nous, aujourd'hui, on privilégie vraiment les écouvillons humides parce que c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment, parce qu'on a fait des études de qualification de performance des écouvillons pour aussi démontrer le fait que les médias n'étaient pas trop microbicides, et c'est l'élément sur lequel on est le plus familier. Les écouvillons secs, on les connaît assez peu. Moi, je serais tenté de moins les privilégier, aussi dans la logique de décrochage des fleurs en présence, ça me semble être un peu moins à propos, mais on n'a pas un retour d'expérience énorme sur cette référence de consommable. Et sur le transport des échantillons, il y a des choses Exact, à ouais. privilégier. Vous avez raison de rappeler ça. Transport des échantillons, pour l'analyse d'eau, ça va être très important de suivre des transports échantillons dans un environnement à température maîtrisée ou avec un froid qui est privilégié pour limiter la prolifération microbiologique, évidemment, et des temps de transport qui vont être aussi limités et standardisés pour éviter la prolifération. Et après, pour les écouvillons, il va falloir suivre les recommandations, les préconisations fournisseurs. Et très souvent, la solution de transport elle va vous accompagner aisément pour couvrir 24 heures avant la mise en analyse. Enfin, pas très souvent, systématiquement. Merci. Une autre question sur la filtration. Comment on définit si on doit filtrer 1 ml, 10, 100 ou 1000? Alors, comment on le définit? Si vous êtes très ambitieux et que vous avez des critères très exigeants sur la qualité de votre eau, allez jusqu'à 1 litre de filtration. Parce que vous avez compris que plus votre échantillonnage il est élevé, plus vous allez y voir clair. C'est aussi bête que ça, hein. Avec 1 litre d'eau filtrée, vous voyez 1000 fois plus de choses potentielles que sur 1 millilitre. Donc, une installation d'eau performante, des produits sensibles à des contaminations hydriques, autorisez-vous d'avoir un volume prélevé très élevé. Mais ça, il faut pouvoir le supporter. Parce que si votre installation d'eau n'est pas très récente, que vous avez des problématiques hydriques et que vous avez des produits qui sont peu sensibles à des contaminants hydriques, peut-être faut-il réduire la voilure avec un échantillon plus faible et valider des critères plus en phase avec vos activités. Donc, 1 millilitre filtré, c'est très faible, mais dans certains cas, vu que vous avez vu le filtre, il est déposé sur une gélose, si vous avez une saturation de lecture, donc une forte charge microbienne avec des petits volumes filtrés, malheureusement, ça ne sert à rien de chercher à filtrer plus. Il faut déjà résoudre et améliorer les dispositions en place. Donc, généralement, on commence à 1 ou 10 et ensuite on augmente. On commence, voilà, c'est ça, on va commencer à 10 ou 100 quand on ne connaît pas du tout l'installation, et puis après, on va accroître nos ambitions respectives pour être sûr que le volume va aller en s'accroissant et la maîtrise du risque de contamination hydrique en s'améliorant. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions pour lesquelles on pouvait raisonnablement répondre dans le temps imparti qu'on a un petit peu dépassé. Toutes vos questions ont été consignées par Margot pendant ce webinaire, donc on va pouvoir, Charles pourra prendre sa plume et y répondre. Donc tout le monde aura les réponses à toutes les questions posées pendant le webinaire. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour convenir de rendez-vous plus particuliers pour discuter ensemble de votre monitoring environnemental, savoir où vous en êtes et comment Cosmevac peut vous accompagner. Je vous remercie de votre attention. Merci Charles pour ces explications. Puis avec plaisir. À très bientôt pour le prochain webinaire. À bientôt.